Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. On utilise le langage des maths tout le jour, sans même y réfléchir une seconde. C'est un peu la syntaxe silencieuse qui fait tourner notre monde, de l'orbite d'une planète jusqu'à nos smartphones. Mais ce langage, il n'est pas tombé du ciel, tout près. Non, il a été construit, brique par brique, au fil des siècles. Prenez juste un instant pour lire ça. C'est un problème d'algèbre tout simple, du second degré. Mais voilà comment on écrivait au 9e siècle. Vous voyez? Pas de X, pas de signe plus, pas de signe égal. Rien que des mots. C'est assez lourd à digérer, non? On a souvent l'impression que les maths deviennent de plus en plus compliquées avec le temps. Mais en fait, l'histoire des mathématiques, c'est surtout l'histoire d'une simplification, une simplification radicale de son langage. Bon, alors comment on est passé de ce long texte à nos équations actuelles? Le premier grand virage, ça a été d'arrêter de se concentrer uniquement sur des problèmes spécifiques pour commencer à étudier les équations pour elles-mêmes. Et ce changement de mentalité, on le doit en grande partie au mathématicien perse Al-Khwarizmi. D'ailleurs, le mot algèbre vient du titre de son livre. Aljabre, ça signifiait l'acte de restaurer une équation. Par exemple, faire passer un terme négatif de l'autre côté du signe égal pour le rendre positif. Pour la toute première fois, l'équation elle-même devenait le centre de l'attention, et plus seulement un outil pour résoudre un cas particulier. Et là, la comparaison, elle est juste saisissante. À gauche, la version d'Al-Khwarizmi, on dirait presque une devinette. À droite, la nôtre, super claire, super concise. Le gain en efficacité est tout simplement incroyable. C'est vraiment comme passer d'une vieille recette de grand-mère un peu floue à une formule chimique précise. Forcément, cette nouvelle manière de voir les choses avait besoin d'un tout nouveau langage. Un langage qui pourrait exprimer des idées générales et pas juste résoudre des cas uniques. Il fallait passer des nombres aux symboles. Et c'est un mathématicien français, François Viette, qui a vraiment mis ça en forme au XVIe siècle. Il a fait une distinction très claire entre la logistique numérale, qui joue avec les nombres, et son invention géniale, la logistique spécieuse, qui utilise des lettres pour représenter les quantités. Et ça, c'est une révolution parce que, pour la première fois, on pouvait raisonner de manière générale sur les équations elles-mêmes. Arrive ensuite René Descartes, qui va prendre cette idée encore un peu abstraite de Viette pour en faire un outil surpuissant. Son coup de génie montrait que n'importe quel problème de géométrie, aussi tordu soit-il, pouvait être traduit dans le langage de l'algèbre. Ce qu'il dit là, c'est absolument fondamental. Descartes a réussi à fusionner deux mondes qui semblaient totalement séparés. La géométrie, le monde des formes, et l'algèbre, le monde des symboles. D'un coup, ils devenaient les deux faces d'une même pièce. Chaque problème de géométrie devenait en fait une équation qui n'attendait qu'une chose, être résolue. Très bien.
Mais le monde qui nous entoure n'est pas figé. Les planètes bougent, la chaleur se diffuse, tout est en mouvement. Le défi suivant pour le langage mathématique, c'était de trouver le moyen de décrire ce changement permanent. Comment on fait mathématiquement pour capturer quelque chose d'aussi fuyant que l'écoulement du temps, ou la vitesse d'un objet à un instant T? C'est exactement cette question qui a poussé des génies comme Newton et Leibniz à inventer ce qu'on appelle le calcul infinitésimal. L'idée de base, c'est de découper le changement en une infinité de tout petits morceaux. Imaginez la surface d'un rectangle. Si ses côtés, x et y, grandissent d'une quantité minuscule qu'on appelle dx et dy, la surface va augmenter un petit peu. Et si on ignore le terme vraiment minuscule dx fois dy, on se rend compte que le changement total de la surface, le ds, c'est juste la somme des surfaces de ces deux petites bandes. Et ça, ce n'était pas juste un outil de plus dans la boîte. C'était comme si le langage mathématique venait d'apprendre à conjuguer des verbes. Il pouvait enfin décrire non seulement comment les choses sont, mais aussi comment elles deviennent. Pour continuer à évoluer, le langage des maths a dû faire quelque chose d'un peu fou. Accepter des concepts qui paraissaient complètement illogiques, voire impossibles. Des idées qui allaient à l'encontre de l'intuition. Prenez le zéro par exemple. Pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais pendant des siècles, c'était un concept hyper controversé. Un nombre qui représente rien, ça semblait être une contradiction totale. Et voici pourquoi diviser par 0 pose un si gros problème. Si on divise 1 par des nombres positifs de plus en plus proches de 0, le résultat file vers l'infini positif. Mais si on fait la même chose avec des nombres négatifs, eh bien ça file vers l'infini négatif. Le résultat est donc impossible à définir, c'est un grand écart impossible entre deux infinis. Et puis, une autre impossibilité a pointé le bout de son nez. Au XVIe siècle, le mathématicien Gerolamo Cardano, en plein milieu d'une résolution d'équation, s'est retrouvé coincé. Il avait besoin de calculer la racine carrée d'un nombre négatif, ce qui est impossible a priori, puisque n'importe quel nombre au carré, qu'il soit positif ou négatif, donne toujours un résultat positif. Mais au lieu de tout laisser tomber, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a demandé à son lecteur d'imaginer la solution. Il a baptisé cette chose impossible une quantité sophistiquée. C'était l'acte de naissance des nombres imaginaires. Une pure invention de l'esprit qui s'est pourtant révélée absolument cruciale pour résoudre tout un tas de problèmes bien réels. Et tout ça nous amène à aujourd'hui, à l'ère moderne, où ce langage mathématique si riche se confronte à la fois à la puissance et aux limites de l'ordinateur. Regardez, voici l'équation d'un pendule parfait, idéal. C'est une jolie simplification, on peut la résoudre nickel sur une feuille de papier. Sauf que dans le monde réel, un pendule, ça subit des frottements, comme ceux de l'air. Du coup, l'équation qui le décrit vraiment, c'est celle-ci, beaucoup plus compliquée. Elle est bien plus proche de la réalité, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de solution simple, analytique. Impossible de la résoudre avec juste un crayon. Et c'est là que les ordinateurs entrent en jeu. Pour la plupart des problèmes complexes du monde réel, on ne cherche même plus la solution exacte et parfaite. Non, on utilise la puissance de calcul pour trouver des approximations, des réponses suffisamment bonnes pour ce qu'on veut en faire, mais incroyablement précises. Le truc, c'est que les ordinateurs ont leurs propres limites. Ils calculent en binaire, et un nombre aussi simple pour nous que 0,1, qui s'écrit très bien en base 10, devient une séquence de chiffres infinis en base 2. L'ordinateur est donc obligé de couper à un moment, de l'arrondir, ce qui introduit une toute petite erreur dès le départ. Et la conséquence de ces minuscules erreurs peut être assez surprenante. Ce tableau montre une simple addition. En théorie, on sait tous que l'ordre des nombres ne change pas le résultat. Mais regardez, à cause de ces erreurs d'arrondi qui s'accumulent, si on additionne les mêmes nombres du plus grand au plus petit ou l'inverse, on n'obtient pas exactement le même résultat sur un ordinateur. C'est fou, non? Et ça nous amène à une dernière réflexion. De l'algèbre en toutes lettres d'Al-Khwarizmi jusqu'au calcul sur ordinateur, le langage des maths a évolué pour nous donner une description de plus en plus fine de la réalité. Mais à notre époque, à l'ère du tout numérique, il est bon de se souvenir que même nos outils les plus puissants ne produisent souvent que de magnifiques, d'élégantes approximations.